la première session de l'après-midi qui va être consacrée au mois de contrôle. Donc, contrôle interne, en quelque sorte, et contrôle judiciaire. Tout d'abord, je tiens à m'associer à tous les remerciements qui ont déjà été faits, mais je pense que Franck, voilà, plus il a de remerciements, plus il est content. Donc, un grand merci, Franck, pour ce beau projet et la façon dont tu l'as mené. Voilà, on a tous été ravis d'y participer. Donc, je vais sans tarder transmettre la parole à Yann Leroy, qui est professeur à l'Université de Lorraine, et qui va aborder la question des représentants professionnels de la santé mentale au travail pour 15 minutes. Merci Marion. J'ai quand même le droit de remercier Franck, ouais, voilà, ça te fera encore une couche supplémentaire. Là, merci à toi et puis à toute ton équipe pour l'organisation, puis pour nous avoir permis de profiter de la douceur, si ce n'est angevine, nantaise. Voilà. Oui, c'est pas toujours le cas. Bon, là, c'était la douceur. Je voulais juste m'excuser à un double titre. D'abord, de devoir vous quitter très peu de temps après mon intervention parce que nous avons des contraintes horaires SNCF. Donc voilà, ne croyez pas que c'est pas que je ne veuille pas rester avec vous, mais voilà, le temps de rejoindre la gare, je serai obligé de vous quitter pendant la suite de la table ronde. Et puis m'excuser aussi, comme l'a fait mon collègue et ami Patrice tout à l'heure, pour peut-être les banalités que je vais moi aussi énoncer dans mon propos. On va croire que les Nancéens ne disent que des banalités. En fait, non, parce que Patrice n'a pas dit que des banalités, me semble-t-il, ce matin, et que Romain, qui est en grande partie encore Nancéen, n'en dira sans doute pas non plus tout à l'heure. Voilà. Mais il fallait faciliter la fin de la matinée pour aller vers le déjeuner, et il faut également redémarrer en douceur pour que la digestion se passe bien. Donc voilà, un certain nombre de banalités sans doute, en tout cas pour celles et ceux qui, sans doute nombreux ici, connaissent bien les missions confiées aux représentants du personnel. Alors on va partir à la rencontre de deux salariés finalement pour illustrer mon propos et pour illustrer le rôle que peuvent jouer les représentants du personnel en matière de santé mentale. Le premier, Timothée, n'en peut plus. Il est chargé de communication au sein d'une structure qui prépare l'organisation d'un grand événement sportif qui aura lieu en France l'an prochain. Marion me disait qu'elle était fan de sport, tout comme moi, donc elle doit voir à quoi je fais référence. Il a peur du grand chef, qui lui met une pression terrible, il est dans un état de stress extrême. Il rentre chez lui après des journées de plus de 10 heures, et il doit encore, de chez lui, lire, répondre aux mails qui lui sont envoyés très tard, ou même le dimanche. Pas d'accord de déconnexion dans son entreprise, pour rebondir sur ce qu'a traité Raphaël Encinas de Munagori ce matin. Et puis le second salarié, la seconde, Laura, ne va pas mieux. Elle est responsable de service dans une clinique privée du sud de la France et elle subit jour après jour les méthodes strictes qui lui sont imposées par le directeur notoirement connu. Ce qu'elle vit comme autant de brimades, sans compter les nombreuses situations où elle estime avoir fait l'objet de blagues sexistes ou avoir été victime de comportements plus qu'indélicats. Alors l'un comme l'autre se sentent démunis, ils n'osent guère en parler à leurs collègues et ils se demandent si ils peuvent trouver quelques secours, quelques réconforts auprès de leurs représentants du personnel. Alors la première question que l'on peut se poser, c'est, la première réponse qu'on peut essayer de leur apporter, c'est vers qui peuvent-ils se tourner, vers qui peuvent-ils effectivement, qui peuvent-ils aller voir, et deuxième question, que peuvent-ils attendre d'eux? Alors ils ont un ami en commun, qui s'appelle Sébastien, et qui se souvient d'une session syndicale à laquelle il avait participé il y a déjà fort longtemps à l'Institut du Travail de Nancy. La brillante intervention d'un professeur dont il ne se souvient que du prénom, un certain Patrice, vous aurez vite fait de l'identifier, qui leur avait parlé à l'époque du CHSCT. Et Laura s'empresse donc de prendre contact avec un membre du CHSCT, de la structure dans laquelle elle travaille, et évidemment en vain, puisque, vous le savez, elle ne le savait pas, le CHSCT n'existe plus, il n'y a désormais plus que le CSE, lui a-t-on répondu. Alors on lui explique que la question de la santé au travail n'a guère dévolu à une instance spécialisée et désormais intégrée dans les attributions de l'instance unique. Cela l'étonne, elle comprend mal qu'au moment même où elle vit avec d'autres une situation de souffrance au travail, il n'y ait plus d'instance dédiée aux problèmes de santé.
Et elle n'a peut-être pas tort, Laura. La mise en place d'une instance unique, cela a été dit, je ne vais pas le développer ici, risque de banaliser les problèmes de santé en les reléguant au second plan, derrière les préoccupations économiques et derrière les préoccupations qui sont liées à l'emploi. Certains ont même d'ailleurs déduit de la réduction globale des moyens financiers et humains qui sont affectés à la représentation du personnel, qui ont accompagné la mise en place de l'instance unique, une atteinte au droit à la santé. Alors on sait que ce n'est pas la position qu'a retenue le Conseil constitutionnel, qui a assez laconiquement considéré que l'absence d'une institution représentative du personnel spécifiquement dédiée aux questions de santé ne méconnaissait pas le droit à la protection de la santé. Pourtant, le choix d'une instance unique, auquel s'ajoute donc une diminution du nombre de représentants, du nombre d'heures de délégation de manière globale, ne peut qu'aboutir à éloigner les représentants du personnel du terrain. Le CSE centralise, on le sait, la représentation du personnel sur de plus vastes périmètres géographiques, par hypothèse, ce qui apparaît au moins contradictoire avec la proximité que requiert la détection des problèmes de santé, et notamment des problèmes de santé mentale. Alors après avoir procédé à quelques recherches, Sébastien, l'ami commun, a tenté de rassurer Laura. Le CHSCT a disparu, mais il existe désormais une CSSCT. Alors Laura est un peu rassurée, elle va pouvoir prendre contact avec les membres de cette commission. Raté dans son cas, puisque cette commission n'existe pas dans son entreprise. Je rappelle qu'effectivement, elle n'est obligatoire que dans les entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés, alors qu'un CHSCT l'était dès 50 salariés. Et puis, on peut ajouter que quand cette commission existe, elle est de toute façon dépourvue de la personnalité juridique, qu'elle ne peut pas recourir elle-même à des expertises, qu'elle n'a pas de consultation propre, et qu'elle peut même n'être qu'une coquille vide si l'accord collectif qui la met en place ne lui octroie qu'un rôle réduit. Alors, pas de solution pour Laura à ce titre-là. On pourrait néanmoins préciser que cette commission, lorsqu'elle existe, lorsqu'elle est mise en place par accord collectif, notamment dans les hypothèses où effectivement la loi l'impose, elle peut être un lieu d'expertise si l'accord lui confie de réelles missions qui permettent à la commission de recueillir un certain nombre d'informations, de réaliser des inspections, des enquêtes, des auditions, les missions d'analyse qui sont dévolues en matière de santé et de sécurité au CSE. Et on est dans ce cas-là en mesure de retrouver, d'une certaine façon, des représentants spécialisés dans le domaine de la santé au travail. Et pourquoi pas même des représentants spécialisés en matière de protection de la santé mentale des travailleurs à travers la mise en place, ce qui est parfaitement possible si l'accord collectif le prévoit, comme ça a été évoqué par, je crois, Sophie Garnier ce matin, d'une sous-commission spécialement chargée de ce sujet, qui ne serait pas, alors à condition qu'elle ne soit pas une commission de pur affichage, pour éviter l'effet pchit qui a également été évoqué tout à l'heure. Encore une fois, pour Laura, ces réponses-là ou ces développements n'ont pas beaucoup d'intérêt, puisque, comme pour beaucoup d'autres, comme pour beaucoup d'autres salariés, il n'y a pas de commission, et donc encore moins de sous-commission, chargée de l'étude de la santé ou de la santé mentale dans son entreprise. Alors on lui a dit, en revanche, qu'il y avait des représentants de proximité. Alors, est-ce que ces représentants de proximité pourraient l'aider et jouer un rôle en matière de prévention des risques psychosociaux ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, puisque si les attributions des représentants de proximité doivent être définies dans l'accord qui les institue, la loi impose de prévoir des missions dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. L'une de ces missions pourrait donc être, d'une part, de repérer le stress, une charge de travail excessive, un mal-être au travail, et d'autre part, d'être à l'écoute de la souffrance psychologique exprimée par certains salariés. Tout cela nécessite, on le sait, d'être au plus près des salariés, ce que, a priori, par essence même, les représentants de proximité, par le nom même qu'ils portent, doivent être. Ils sont donc à même, à condition d'y être sensibilisés, d'être sensibilisés à ces questions, d'être formés à ces questions, de cerner les risques psychosociaux auxquels peuvent être confrontés leurs collègues et de relayer, au moins relayer, leur souffrance auprès de la direction. Donc on ne saurait trop conseiller les négociateurs à mettre en place des représentants de proximité et à leur octroyer de véritables missions en matière de surveillance de la santé mentale des travailleurs. Timothée, de son côté, a pris la tâche d'un membre de son CSE. Précisons qu'il travaille dans une entreprise qui compte 50 salariés et plus,
Et alors, l'élu du CSE lui explique que le CSE doit procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et notamment à l'analyse des risques psychosociaux, que le CSE peut susciter toute initiative dans le domaine de la santé, telles que des actions de prévention du harcèlement moral. Il ajoute que l'employeur doit consulter le CSE sur tous ces sujets, et que la consultation du CSE et le savoir d'expérience qu'il peut mettre en œuvre, que ses membres peuvent mettre en œuvre à cette occasion, eh bien, peuvent être particulièrement utiles concernant la question de la charge de travail et de la santé mentale dans son ensemble. Et il est vrai que Timothée, souvenez-vous, est soumis à ces pratiques managériales actuelles, participatives, mais particulièrement intrusives, avec utilisation quasi permanente du mail ou du téléphone portable, ce qui génère chez lui, comme chez d'autres de ses collègues, une augmentation du stress et de la charge mentale. Eh bien, ce stress, cette augmentation du stress, ces questions de charge mentale doivent faire l'objet d'un avis du CSE lorsqu'il est consulté notamment sur les orientations stratégiques de l'entreprise ou sur sa politique sociale. Au passage, et au-delà de ces consultations périodiques, le CSE doit être consulté sur les incidences en matière de santé mentale de toute opération de restructuration d'une certaine ampleur, d'opérations de concentration, de licenciement collectif, de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, ou encore de projets importants modifiant les conditions de santé ou d'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies. On songe là à des dispositifs d'intelligence artificielle, ce qui va arriver de plus en plus, avec les risques que Patrice a développés avant le déjeuner. Parce qu'incontestablement, dans toutes ces situations, il y a un risque pour la santé mentale des salariés. Cela engendre du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, chez ceux qui restent, comme, le cas échéant, chez ceux qui quittent l'entreprise, lorsqu'on songe à des procédures de licenciement collectif. Alors revenons à la discussion entre Timothée et le membre du CSE. L'élu, constatant qu'il existe une atteinte à la santé mentale de Timothée, décide de déclencher le droit d'alerte et donc de saisir immédiatement l'employeur qui doit alors, on le sait, procéder sans délai à une enquête avec le membre du CSE, puis prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation. D'ailleurs, dans l'entreprise dans laquelle travaille Timothée, on se trouve probablement dans un cas de risque grave, puisqu'il décrit une situation de tension chronique extrême et persistante qui génère des troubles chez plusieurs salariés. Et si on est effectivement dans ce type de situation, le CSE doit être consulté, il pourra même recourir à un expert habilité. On peut citer sur cette question-là un arrêt de la Chambre sociale du 27 mai 2021, une affaire où l'employeur entendait faire annuler la délibération du CSE qui avait décidé de recourir à un expert. L'argument de l'employeur était de dire les événements récents qui sont décrits par le CSE ont été traités par la direction et les autres faits remontaient à plusieurs années. Eh bien, l'argumentation n'a pas prospéré puisque la multiplicité des alertes pour surcharge de travail, pour non-respect de la durée de repos, pour non-respect des pauses, les difficultés relationnelles, le travail à effectif réduit, l'important turnover qui existait dans l'entreprise, et le fait que l'employeur n'ait réagi que ponctuellement et pas à la hauteur, selon les juges, de ce qu'exigeait la situation, eh bien, tout cela caractérisait des conditions de travail de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés, qui ne se limitaient pas à un simple ressenti de ceux-ci, mais qui faisaient ressortir l'existence d'un risque grave identifié et actuel. Alors Timothée commence à être rassuré, il se dit qu'il va être accompagné par ses représentants, mais il se demande toutefois si ceux-ci sont suffisamment bien formés, on revient à cette question-là, aux problématiques de risques psychosociaux. Et je crois qu'il a bien raison de s'en inquiéter, parce que il semble qu'il évidemment est absolument essentiel que les élus soient sensibilisés à ces sujets, qu'ils soient formés pour mettre en œuvre les outils et les méthodes de prévention qui existent en la matière. C'est important qu'ils prennent conscience de l'impact des facteurs de risque qui se logent à tous les niveaux de l'organisation de l'entreprise, niveau stratégique, organisationnel, managériel ou technique, et qu'ils puissent ainsi non seulement mieux prévenir les risques psychosociaux et adopter les bons comportements lorsqu'ils y font face, mais aussi être plus efficaces dans les échanges qu'ils ont sur ce sujet avec l'employeur. Et sur cette question, la loi du 2 août 2021 a judicieusement renforcé la formation des représentants du personnel en santé et sécurité, puisque la durée est désormais de 5 jours, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais elle n'a pas prévu l'introduction systématique d'un module sur la santé mentale dans les formations des représentants du personnel, alors que ça a pu déjà être suggéré il y a déjà un certain nombre d'années dans un rapport, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait, nous, dans les sessions
que l'on organise à l'Institut du Travail. J'imagine qu'on n'est évidemment pas les seuls. Donc pour conclure, on ne peut donc qu'encourager les partenaires sociaux à négocier, et ça fait écho à ce qui a pu être dit ce matin, un accord collectif qui contient des dispositions donnant davantage de moyens aux représentants du personnel pour mener à bien leur attribution en matière de protection de la santé mentale des travailleurs. Et on peut d'ailleurs ajouter que l'employeur, en vertu de l'obligation de sécurité, est tenu de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, ce qui peut, avec un peu d'imagination, correspondre lui imposer, d'une certaine façon, d'accorder plus de droits au CSE pour que celui-ci puisse effectivement, concrètement, réaliser ses missions. Voilà, on va souhaiter pour finir bon courage à Laura et Timothée, sachant évidemment que toute ressemblance avec des personnages ou des entreprises existants serait purement fortuite. Bien, merci Yann. Donc, sans transition, la parole va être donnée à Josepha Deringer, maîtresse de conférence à la faculté de droit de Rennes, et qui va évoquer santé mentale et restructuration quand le droit... Ah non, tu as changé ton titre. Voilà, bon bah, elle va traiter ce qu'elle veut. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Mario. En réalité, j'ai repris le titre de la contribution écrite, ce qui fait tout à fait écho au titre du programme. Donc bonjour à toutes et tous. Je remercierai évidemment Franck pour nous avoir embarqués dans son projet de recherche et pour nous avoir permis de d'en partager les résultats aujourd'hui. Donc le nouveau titre de ma présentation, et qui est le titre de la contribution écrite, vous l'aurez compris, fait écho au film qui est sorti en 2004, pour ceux qui s'en souviennent et qui n'avaient pas que 2 ans, où l'on suit le parcours de Philippe Seigné, un jeune consultant diplômé d'une école de commerce et qui travaille dans un cabinet de conseil en management des entreprises, dont le travail consiste à faire des audits et surtout à déterminer quels seront les salariés qui seront appelés à être licenciés. Bon, cette histoire, elle est toujours aussi actuelle, car l'ingénierie des restructurations mises en œuvre par les cabinets de conseil a gagné en habileté, ou faudrait-il dire en agilité. En lisant l'essai littéraire de Sandra Lucbert, Personne ne sort les fusils, on a aussi eu le plaisir de lire cette violence des restructurations, avec cette phrase que je vous ai aussi reproduite, finalement, cette histoire de suicide, c'est terrible, ils ont gâché la fête. Ces paroles du dirigeant de France Télécom, et donc qui expriment la violence et du propos et des conséquences de la restructuration qu'il a menée, interrogent. Elle interroge évidemment sur cet aboutissement funeste, mais en tant que juriste en droit du travail, on doit se poser la question comment cela est possible, comment le droit et le droit du travail n'a pas su arrêter tout ceci plus tôt. En réalité, il y a une sorte de distorsion, en tout cas moi en tant que juriste, je la vis comme telle, d'une distorsion de la réalité socio-juridique, où la protection de la santé mentale est affirmée, mais elle serait finalement qu'un discours, qu'une illusion procédurale. Ce discours, cette illusion procédurale, elle est évidemment le fait de la rationalité managériale, c'est certain, mais il me semble qu'elle est de plus en plus portée, secondée, en bref légitimée par la rationalité juridique qui non seulement ne la condamne pas, mais encore la fait sienne. Et l'ingénierie managériale qui est déployée au cours de la restructuration, c'est un peu mon hypothèse et ma chute, je divulgage, comme on dit, la fin, mais met à mal le droit du travail, le rend impuissant. Il met à mal les finalités du droit du travail, dont on rappellera encore une banalité qu'il est censé être un peu protecteur des salariés. Mais plus que cela, il me semble qu'il met à mal sa substance, car l'ingénierie managériale, et en particulier à l'occasion des restructurations, pénètre la chair du droit du travail, au point que la réalité juridique semble parfois à milieu de la réalité sociale et de la violence qui est vécue
par les salariés à l'occasion des restructurations. Alors, pour arriver à cette conclusion, cette chute, si le terme est un peu, en l'occurrence, peut-être un petit peu... enfin bref, je passe. Le point de départ, en tout cas, de ma démarche a été d'interroger justement la place de la préservation de la santé mentale à l'occasion des restructurations, en remarquant que, en tout cas, en lisant un peu brièvement, rapidement le Code du travail et un manuel de droit du travail, que le droit des restructurations, d'un côté, et le droit de la santé-travail de l'autre, sont quand même largement encore pensés de manière distincte, au moins ils sont souvent traités de manière distincte. Alors on sait qu'il y a une logique intégrative, notamment avec depuis l'arrêt SECMA, qui conduit à ce que l'impératif de protection de la santé, notamment de la santé mentale, soit pris en compte et respecté en cas de restructuration. Tel est le principe qui est affirmé. Il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Tel est le principe et telle devrait être la réalité. Alors, comment ce principe, précisément, se concrétise en cas de restructuration ? On pourrait s'arrêter rapidement, et là j'aurais tenu mon temps parfaitement, il faut que l'employeur élabore un plan de prévention des risques psychosociaux. Ok, that's it. Mais encore, comment va-t-il s'assurer de respecter son obligation et comment cela va être aussi contrôlé au cours de la restructuration ? Cette question, à laquelle le juriste n'est pas toujours forcément seul en mesure de répondre, mais deviennent redoutables si on prend en compte les réformes récentes qui ont complexifié assurément le cadre juridique des restructurations. Les réformes de 2013, 2016 et 2017, ces réformes ont en effet conduit à deux évolutions majeures. Alors, mon schéma est censé un petit peu traduire cette effervescence du législateur qui s'est traduit en droit des restructurations. D'une part, elles ont multiplié les cadres juridiques de restructuration, de sorte qu'à côté du droit du licenciement pour motif économique, en réalité maintenant, l'employeur dispose d'une véritable boîte à outils pour restructurer son entreprise, GPEC, plan de départ volontaire, accord de performance collective, rupture conventionnelle collective, et j'en passe, et un petit mélange de tout ça est possible. D'autre part, elles ont favorisé la négociation collective dite organisationnelle, de sorte que les restructurations qui étaient auparavant le cœur du pouvoir de direction patronal sont devenues le terreau du dialogue social mis au service de la préservation de l'emploi et de la compétitivité des entreprises. Alors on pressent que dans ce cadre devenu plus flexible, plus modulable, la prévention des risques psychosociaux va en subir les effets, elle va aussi être plus complexe, et que les mesures qui vont être susceptibles de varier en fonction du cadre choisi par l'employeur et en fonction de son choix de négocier ou d'agir par voie unilatérale. Alors, rapidement, pour un peu explorer et étayer notre hypothèse, c'est dans le cadre de la recherche, on a été parcourir les sources du droit, on s'est évidemment intéressé aux sources légales et réglementaires, au Code du travail, mais aussi aux petites sources du droit du travail. Je vous invite à aller explorer le site Rubco, c'est aussi, surtout avec la crise, maintenant on a plein de petites sources du droit du travail numérisées qui sont mises à disposition des employeurs. Nous sommes intéressés à la jurisprudence, mais aussi aux contentieux et notamment aux décisions des cours administratives d'appel qui sont compétentes en cas de restructuration dans le cadre des RCC et des PSE. Et nous avons aussi exploré des accords collectifs. Alors, en particulier, nous sommes intéressés à un exemple exemplaire, je sais pas de moi l'expression, mais j'aime bien l'utiliser, mais qui a permis d'explorer les potentialités de la négociation collective à propos d'une entreprise qui, 1, est férue de dialogue social, 2, qui met en avant la préservation de la santé jusqu'à ses accords cadres transnationaux, et 3, qui a fait l'objet de deux réorganisations, et intéressant, parce qu'il y avait un accord plutôt préventif type GPEC, et puis un autre un peu plus offensif, avec l'objectif de destruction d'emplois. Et donc, sur la base de l'examen de ces trois sources du droit, on a pu constater que la logique intégrative, en réalité, est très fortement fragilisée
par la flexibilisation des cadres juridiques de restructuration. Alors, de là, on a cherché un petit peu à identifier quelles étaient les causes de l'impuissance organisée du droit du travail. Le premier élément tient à une sorte de distorsion des processus décisionnels qui rend très difficile en réalité l'intégration de la prévention des risques psychosociaux au cours des projets de restructuration, parce que pour intégrer la prévention des RPS dans le cadre des restructurations, ça suppose en réalité d'intégrer au stade du projet et tout au long de sa mise en œuvre les acteurs censés contrôler et assurer la prévention des risques psychosociaux. Or, la négociation organisationnelle, qu'elle est pensée en droit du travail et dans les accords de fait, et intervient à un niveau en réalité très central, éventuellement décidé au niveau du groupe, de sorte qu'il devient très compliqué pour les représentants des salariés qui sont au plus près des salariés, les CSSCT, les représentants de proximité, de veiller et de s'impliquer dans l'élaboration même des mesures visant à prévenir les risques psychosociaux au cours des restructurations. L'étude de la loi le montre que c'est très largement centralisé et que les discussions à cette occasion en fait s'intéressent surtout aux questions d'emploi plutôt que de santé, mais surtout qu'elles conduisent à déposséder et rendre assez impuissants les représentants qui sont eux confrontés aux problèmes de santé et aux effets du projet de restructuration. Au mieux, les CSE d'établissement, les CSSCT, vont pouvoir lancer une expertise pour risque grave, vont faire éventuellement une alerte pour danger grave et imminent, mais en réalité, le mal est fait. Si on ajoute à cela la diversification des cadres juridiques qui permettent dans une entreprise de moduler les formes de restructuration, on complexifie du même coup la prévention des risques psychosociaux qui sont décidés à un niveau in abstracto, au niveau central et in fine qui rend compliqué de protéger concrètement sur les lieux de travail la santé des salariés. Et puis, il y a évidemment dans le cadre de la négociation collective la relégation de la représentation élue, car feu la navette sociale, feu la jurisprudence EDF, et qui en réalité, la discussion se fait avec les syndicats et non plus avec la représentation élue qui est compétente en matière de santé, de sécurité. Et quand on plonge dans la mécanique des accords, c'est même en réalité la création d'instances ad hoc conventionnelles créées pour l'occasion, qui du coup sont dédiées à la prévention des risques psychosociaux sur la base d'indicateurs, de baromètres, etc., composés pas toujours de représentants du CSE, pas toujours du médecin du travail, pas toujours de l'inspection du travail. Autrement dit, les sentinelles qui sont prévues par le cadre du droit du travail sont absents. Ce cadre est précaire parce qu'il est ad hoc. Il exclut certains acteurs et ceux qui y siègent sont en réalité dans une situation très précaire parce qu'ils n'ont pas l'assise du droit du travail et les moyens de mener un rapport de force avec l'employeur. Le deuxième constat, et ça sera la conclusion aussi, c'est que la flexibilisation du cadre juridique des restructurations a surtout, et c'est en lien avec ce que je vais dire, mais ouvert grand les vannes de la rationalisation managériale. Quand on lit justement les décisions, les accords collectifs, mais aussi les décisions de justice, on est frappé par le vocabulaire. Les managers sont d'ailleurs rebaptisés pour l'occasion des référents RPS, des facilitateurs. On appréciera aussi dans les instances créées ad hoc le fait qu'elles deviennent des cellules. Et comme je l'ai dit, n'y siègent pas toujours les représentants élus, ni toujours tous les syndicats représentatifs, ni l'inspecteur du travail, ni le médecin du travail ou l'agent de la CARSAT. Et peut-être mieux encore, c'est aussi l'apparition de la sous-traitance de la prévention des risques psychosociaux, avec les créations de numéros verts confiés à des entreprises qui vont pouvoir avoir les entretiens, avoir des coachs personnels. Bref, on a dans les accords organisationnels, on peut observer l'imagination
managériale qui se déploie pour respecter et protéger la santé mentale des salariés. Et de fait, les juges s'en satisfont. Dans le contentieux le contentieux qu'on a pu voir, généralement, le numéro vert confié à un prestataire plutôt que au médecin du travail, ou le facilitateur plutôt que le représentant de proximité, sont pas considérés comme des formes d'entrave à la mission du comité social économique. Et donc, en réalité, ce doute élixir de bienveillance et de résilience, dont on peut pas nier le raffinement et dans les accords, il y a une forme de contournement. Et dans la procéduralisation très forte que l'on peut voir, ça débouche sur une prévention des risques psychosociaux qui est très formelle et verticale, qui, dans sa déclination locale, est en réalité très loin de la réalité vécue par les salariés. Mais ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est qu'il y aura des chiffres qui seront produits. Des pourcentages de baromètres aux questions du baromètre social. Il y aura le nombre de salariés qui ont fait d'entretien, le nombre de minutes par appel. Il y aura des chiffres qui pourront être avancés par l'employeur pour dire qu'il a respecté son obligation de préserver la santé mentale. D'autres chiffres seront tus. Le nombre d'accidents du travail, le nombre de salariés qui seront partis, ils ont un projet, le nombre de tentatives de salariés qui se sont suicidés, des troubles faits manifestement. Bref, il y a une guerre des chiffres qui n'a pas encore lieu et les victimes des restructurations seront invisibilisées tant que cette illusion procédurale et managériale permettra de finalement faire tomber le rôle des sentinelles, les représentants des salariés, mais aussi le juge et les juges sociaux. Je fais la transition. Merci Josépha, au niveau du timing. J'en profite peut-être pour informer ceux qui ne savent pas que la faculté de droit de Rennes, cette fois-ci, on organise le 11 octobre un colloque droit et sociologie sur le droit pénal au secours de la justice sociale, variation autour du procès France Télécom. Voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressés par le sujet qui fait écho en partie à ce qu'évoque Josépha et ce que va sans doute aussi aborder, je pense, Lucie Jubert-Thomaso, qui est donc maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord et qui va évoquer le contrôle des organisations du travail par les juges. Merci beaucoup. Je vais remercier Franck et As d'abord de m'avoir invité à participer évidemment à ce colloque, donner l'occasion de discuter de sujets qui nous tiennent à cœur et de cette organisation qui est parfaite. On a très bien mangé ce midi en plus. Bon. Sans plus attendre, du coup, je vais vous parler du contrôle de l'organisation du travail par les juges. Appréhender ce contrôle des juges en matière de santé en travail, on esquissait un peu la mécanique, on trouvait les lignes de force, fait face quand même à un certain nombre de difficultés. D'abord, la pluralité des juridictions, civiles, pénales, administratives, ne serait-ce qu'en droit du travail, qui peuvent intervenir dans des contentieux individuels, collectifs. La nature des risques en cause également, des risques physiques, des risques psychosociaux, ou même le caractère de ces risques, suspectés, avérés, réalisés, rend la tâche quand même pas évidente. Ce qui constitue le point commun, finalement, de tous ces contrôles, c'est évidemment le lien santé-travail. À savoir d'abord les effets du travail sur la santé et inversement, comment le travail peut éventuellement améliorer la santé. Mais derrière l'unicité de cette formule, le lien santé-travail, ça ne peut pas complètement masquer la variété d'objets que ces juges ont à examiner. Les postes de travail, aux outils, aux machines, aux équipements, produits chimiques, radiologiques, rayons ionisants, la répartition des tâches, l'organisation du temps de travail, dont on a déjà parlé, les procédés, les modes de management. Il y a guère d'aspects finalement du travail qui, par nature, échappent au contrôle des juges. Et il en est de même de ces effets du travail, tant sur la santé physique que sur la santé mentale. Partant de cet inventaire à la Prévert, il serait difficile de tirer quelques conclusions sur ce contrôle des juges sans une clé de lecture. Et il me semble qu'ici, le recours aux notions, concepts, appelons-le comme on veut, d'organisation du travail, est particulièrement pertinent.
l'organisation du travail qui peut être définie, disons, qui peut être l'image juridique de ce que les sociologues appellent le process de production, et qu'on peut définir, pour nous comme juristes, en tout cas je me propose de le définir comme ça, comme la coordination faite par l'employeur des travailleurs entre eux, et des travailleurs avec les choses, disons les machines, les outils, les produits chimiques, etc. Et cette coordination, bien évidemment, en vue de produire des biens ou des services ayant une valeur économique. Ce concept d'organisation du travail offre l'opportunité d'embrasser à la fois les différentes facettes de l'activité de travail, prise dans son sens le plus technique, le plus matériel, le geste même du travailleur, mais également les voies hiérarchiques par lesquelles s'exerce le pouvoir de l'employeur dans l'entreprise. Partant, il me semble que ce concept d'organisation du travail permet de saisir ces liens entre santé et travail qui sont au cœur du contrôle des juges en matière de santé au travail, ce qui nous occupe aujourd'hui. Aussi, je propose de retenir que le contrôle des juges en matière de santé au travail est essentiellement un contrôle de l'organisation du travail. Mais qu'est-ce que ça signifie que de contrôler l'organisation du travail? Et comment déjà? Et à l'aune de quelles normes de référence? On pressent ici, il me semble, en tout cas moi je le pressens, que la norme de référence, elle est double. Pris dans un sens assez classique pour les juristes, le contrôle de l'organisation du travail, c'est d'abord un contrôle à l'aune d'une norme de conduite qui oblige l'employeur à modifier, adapter l'organisation du travail en vue d'améliorer ou prévenir la santé, en tout cas d'éviter les effets délétères de l'organisation du travail. Mais cette norme de référence qui sert au contrôle par les juges peut aussi revêtir un sens peut-être un peu plus proche que celui que lui confère la médecine. Et dans ce cas-là, le contrôle de l'organisation du travail suppose une évaluation de ce qu'on peut nommer l'état normal, ou en tout cas non pathogène d'une organisation. Ici se dégage une seconde spécificité du contrôle des juges en matière de santé au travail. Ce contrôle comporte en réalité 2 étapes. Les juges ont d'abord à contrôler les effets de l'organisation du travail sur la santé des travailleurs. Et il est des contentieux où le constat du caractère pathogène, ou en tout cas générateur de risque d'une organisation, suffit à trancher le litige. On peut par exemple penser au contentieux sur l'expertise pour risque grave du CSE. Mais il est d'autres contentieux, en réalité un peu plus nombreux, où la reconnaissance du caractère pathogène d'une organisation ne suffit pas. Les juges doivent en outre contrôler les choix de l'employeur en matière d'organisation du travail. Et on pense bien sûr au contrôle du respect de l'obligation de sécurité patronale ou même au harcèlement moral. Pour résumer, et bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec moi-même sur les termes, je vous les soumets, on pourrait dire que les juges doivent contrôler, doivent contrôler d'une part la normalité de l'organisation du travail, l'état normal, non pathogène, mais peut-être aussi sa légitimité. Sur ce premier volet du contrôle, le contrôle des effets sur la santé de l'organisation du travail, pour des raisons de temps, je serai très brève, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, mais à la lecture de des différents contentieux, quand on les étudie un peu, on s'aperçoit que l'analyse que font les juges des effets sur la santé de l'organisation du travail est vraiment assez variable et dépend en réalité de leur capacité à mettre en rapport les différents aspects de l'organisation du travail. Et cette mise en rapport est évidemment dépendante des connaissances qu'ils ont sur l'organisation du travail litigieuse, et donc à l'aide de tous les acteurs dont on a déjà pu parler, et dont on parlera encore, les médecins, représentants du personnel, médecins je l'ai déjà dit, pardon. Donc de ces acteurs-là, mais aussi des connaissances peut-être un peu plus générales qui peuvent avoir à la lecture de rapports, voire de travaux universitaires. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais je voudrais concentrer mon intervention maintenant sur le second volet du contrôle par les juges, ce contrôle que j'ai appelé de contrôle de légitimité de l'organisation du travail, ou un contrôle, disons, de l'organisation du travail à l'aune de l'impératif de protection de la santé. Sommairement, ce contrôle-là, cette deuxième étape du contrôle, est un contrôle des choix de l'employeur en matière d'organisation du travail. D'évidence, ce contrôle s'inscrit assez classiquement en droit du travail comme un contrôle du pouvoir de l'employeur. Pouvoir de direction, mais plus spécifiquement pouvoir d'organiser le travail. Et je voudrais esquisser la singularité de ce contrôle parmi d'autres formes de contrôle des actes de pouvoir qu'on peut connaître en droit du travail. Il me semble très important ici de rappeler, et c'est ce que je voudrais vous montrer là,
que ce contrôle dit de légitimité de l'organisation du travail, en tout cas des choix de l'employeur en matière d'organisation du travail, n'est ni un contrôle de la justification d'un acte, ni un contrôle de proportionnalité. En premier lieu, ce contrôle n'est pas un contrôle de justification d'un acte dont l'archétype est le contrôle de la cause réelle et sérieuse de licenciement. L'aménagement de la charge probatoire en matière de harcèlement, la nature d'obligation de moyens renforcés de l'obligation patronale de sécurité, laisse à l'employeur le soin d'apporter des justifications à son organisation du travail génératrice de risques, du moins dès lors que l'exposition à un risque est constatée, ou que le salarié apporte des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Toutefois, on ne peut pas déduire de cette exigence dite procédurale de justification qu'il s'agit là de l'objet du contrôle des juges. En effet, la règle substantielle dont la violation est critiquée n'est pas une obligation de justification d'un acte, à la différence de l'exigence de justification d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il me semble au contraire qu'en matière de santé au travail, les justifications apportées par l'employeur sont en fait le moyen procédural du contrôle des juges, mais ne sont pas l'objet du contrôle. Pour s'en convaincre, on peut observer brièvement le contrôle en matière de harcèlement moral ou de la violation de l'obligation de sécurité patronale. Dans le premier cas, en matière de harcèlement moral, les juges recherchent si les agissements suspectés d'être harcelants s'inscrivent dans le cadre normal de l'exercice du pouvoir de direction, c'est-à-dire s'ils sont conformes aux dispositions légales et réglementaires encadrant le pouvoir patronal. En matière d'obligation de sécurité, cet objet de contrôle est plus flagrant encore. Les juges vérifient que les mesures de prévention dont doit justifier l'employeur ont été effectivement mises en œuvre, sont pertinentes eu égard à la nature des risques et sont suffisantes, c'est-à-dire propres à réduire, si ce n'est à supprimer le risque. Ce contrôle suppose donc de vérifier que l'employeur a bien mis en œuvre des mesures de prévention conformément aux principes généraux de prévention, et notamment à préférer des mesures de prévention collectives sur des mesures de prévention individuelles et agit pour prévenir le risque à la source. Ce qui suppose, notamment, d'opérer des modifications et des aménagements de l'organisation du travail elle-même. Dit d'une autre manière, l'objet du contrôle des juges porte sur des actes, des décisions, des aménagements concrets de l'organisation du travail. Et ce contrôle ne porte pas sur la rationalité ou la cohérence du discours patronal sur sa propre organisation, comme le serait, en principe, un véritable contrôle de justification d'un acte. Deuxième temps, le contrôle de ce que j'ai appelé légitimité de l'organisation du travail ne s'apparente pas non plus à un contrôle de proportionnalité, comme on le connaît en matière de droits fondamentaux, quoique la doctrine l'ait déjà évoqué de temps à autre. En principe, au moins, il ne devrait pas être question de pondération entre l'impératif de protection de la santé et les intérêts, notamment économiques, de l'entreprise. En tout cas, aucune formule dans le Code du travail n'y invite. Il faut d'abord rappeler que la directive cadre européenne de 1989 affirme dans son considérant numéro 13 que l'objectif d'amélioration de la santé et de la sécurité ne saurait être purement subordonné à des considérations purement économiques. Évidemment, le diable se niche dans les adverbes. La Cour de justice a assez souplement interprété cette limite en jugeant conforme la clause de droit anglais dite du raisonnablement praticable. Dans la jurisprudence anglaise, cette clause suppose pour les juges une appréciation de la balance coût-bénéfice des mesures de prévention, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que les mesures de prévention sont trop coûteuses rapport à leur intérêt en matière de santé. Néanmoins, les juges français n'ont jamais opté pour une telle solution, en tout cas à ma connaissance. Que ce soit d'ailleurs pour écarter ou pour approuver certaines des justifications patronales, tant en matière d'obligation de sécurité qu'en matière de harcèlement. En somme, que le contrôle de l'organisation du travail ne soit ni contrôle de justification d'un acte, ni contrôle de proportionnalité, je pense qu'on pourra s'en convaincre. Cette précision, quand même, est nécessaire, et c'est pour ça que je tenais à la rappeler et à la développer, tant on sent poindre, parfois, dans certains jugements, dans certains arrêts, une attention à ce qui pourrait s'apparenter à une forme quand même, c'est latente, voire prégnante même, de considération pour des justifications patronales d'ordre économique. Il me semble que l'aménagement de la charge probatoire en matière de harcèlement moral, cette nature d'obligation de moyens renforcés
de l'obligation de sécurité patronale, en laissant place procéduralement aux justifications patronales, draine un peu, presque inéluctablement, une attention à des justifications patronales que j'ai appelées des raisons techniques ou scientifiques, ou même des raisons managériales, qui permettent au juge d'apprécier la responsabilité de l'employeur. Sur les raisons techniques scientifiques, très brièvement, le 5e des principes généraux de prévention prescrit à l'employeur de tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Or, on le sait, c'est quand même largement documenté par les sociologues notamment, que ces raisons techniques et scientifiques, qui permettent de justifier d'une organisation du travail génératrice de risques, sont loin d'être exemples de considérations économiques. Ce sont très largement les milieux industriels qui définissent par exemple ce qui est un produit de substitution à un produit chimique dangereux, ou encore qui participent à l'élaboration de normes techniques qui visent à définir ce qu'est un procédé de sécurité sur une machine, etc. Je ne développerai pas plus, mais encore une fois, éventuellement, on pourra revenir dans la discussion. Mais ces justifications patronales sont également d'ordre managérial. Et on le voit très bien, il me semble, une justification managériale, là encore, pas du tout dénuée de considérations économiques. Et on le voit très bien lorsqu'il est question de harcèlement moral. L'employeur, lorsqu'il a amené des éléments objectifs excluant la qualification de harcèlement moral, ces éléments objectifs peuvent intégrer les besoins des clients, les nécessités du service, la perte d'un marché, la situation économique de l'entreprise, ou encore la mise en œuvre d'une restructuration ou d'une réorganisation. Ces justifications-là sont autant de justifications qui ont été jugées légitimes par les juges du fond pour démontrer que les agissements suspectés de harcèlement ne l'étaient pas. Peut-être sur un autre terrain, moins judiciaire, mais du côté du juge administratif, on peut craindre que le contrôle du juge à l'occasion d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur les mesures de prévention soit lui-même teinté par la situation économique dégradée de l'entreprise, voire même empreinte au contrôle de la pertinence des mesures de reclassement et d'accompagnement dans un plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral qu'on sait indexé sur les moyens de l'entreprise ou du groupe. En somme, les aménagements probatoires, cette nature d'obligation de sécurité patronale, autorisent, d'une certaine manière, une forme d'attention aux intérêts économiques de l'entreprise. Peut-être, de ce point de vue, s'agit-il d'une sorte de mal nécessaire pour alléger le travail probatoire déjà difficile des demandeurs, d'exiger des justifications patronales, quitte à ce qu'elles drainent certaines attentions aux considérations économiques. Mais est-ce qu'il y a là une fatalité, une sorte de glissement généralisé qui risquerait de s'accentuer avec un rôle prégnant de ces considérations économiques dans le travail des juges ? Je ne pense pas, ou en tout cas, il y a quand même certaines raisons d'espérer. D'abord, parce qu'il faut réaffirmer clairement que ce contrôle donc n'est ni justification d'un acte, ni contrôle de proportionnalité. Que la directive 4 de 89 interdit la prise en compte de considérations purement économiques. Peut-être on peut espérer également que la Cour de cassation ou le Conseil d'État l'affirment clairement, voire donnent quelques lignes méthodologiques de contrôle en la matière. Et on peut aussi avoir, je pense, quelques raisons d'espérer du côté des juges du fond. En réalité, rien ne leur interdit de remettre en cause, de critiquer, disons de ne pas se laisser prendre par l'ensemble des raisons techniques, scientifiques, managériales que peut avancer l'employeur. Et le procès France Télécom, il me semble, en est un très bon exemple où justement les juges ont été au-delà de cet ensemble de justifications économico-managériales que pouvaient avancer les dirigeants pour leur défense. Sur un plan un peu plus théorique et en guise de conclusion, le contrôle des juges sur l'organisation du travail est bien un contrôle des choix organisationnels. Et il trouve bien sûr des limites. Ces raisons, disons, techniques, scientifiques, managériales, forment autant de limites, de raisons organisationnelles permettant à l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité. Et peut-être, de manière un peu tautologique, ce contrôle de l'organisation du travail est limité par l'organisation du travail elle-même. On aurait tort d'inférer de cette forme de tautologie que le contrôle des juges en matière de santé au travail est limité par les seuls intérêts économiques de l'entreprise. Il me semble plutôt que le contrôle des juges en matière de santé au travail est limité par le principe, par la fonction même de l'organisation du travail, celle d'être productive.
Et on peut reprocher à l'employeur d'avoir opté pour des choix organisationnels moins coûteux, mais plus pathogènes. En revanche, on ne saurait lui reprocher de s'être refusé à avoir choisi des aménagements qui auraient rendu son organisation du travail improductive. En cela, le contrôle des juges, il me semble, s'inscrit pleinement dans quelque chose d'assez classique en droit du travail, celle des ambivalences du droit du travail. Il s'agit bien sûr de limiter, d'encadrer le pouvoir patronal, mais bien sûr aussi de le légitimer. Et peut-être de manière un peu plus spécifique au droit de la santé au travail, et pour rejoindre ce que tu disais, Josépha, le droit de la santé au travail, le contrôle des juges est là bien sûr pour protéger la santé des travailleurs, et peut-être a-t-il aussi, c'est peut-être pas pour finalité, mais en tout cas pour effet, de s'assurer de rationaliser la bonne gestion de la force de travail. Et c'est sur ces ambivalences-là spécifiques au droit de la santé au travail que je m'arrêterai. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Lucie. Donc, la dernière intervention, après avoir eu ma collègue de bureau, je vais avoir ma voisine de bureau, voilà, j'ai l'impression d'être à la maison, en quelque sorte. L'intervention de Marie Ménil, maîtresse de conférence à l'Université de Rennes, et qui va vous présenter un travail de recherche dans le cadre d'Orgazen sur la jurisprudence des juges du fond, si je ne dis pas de bêtises, Marie, sur la reconnaissance du harcèlement moral en lien avec l'organisation du travail. Tout à fait, Madame la Présidente. Merci Marion. Et avant toute chose, je vais également remercier Franck Eas, non pas parce que c'est une formalité, parce que c'était réellement un génial organisateur, à la fois de ce colloque, mais également des travaux collectifs en amont. Dans le cadre de ce travail de recherche collectif, j'ai réalisé une recherche que l'on pourrait qualifier de sociologie juridique sur le harcèlement managérial devant les juridictions du fond. Et en ce sens, et je pense que ce n'est pas laissé au hasard, mon propos apportera un focus au magistral exposé de ma collègue Lucie Jubert-Thomasso. Alors, ce travail de recherche consistait plus particulièrement à analyser dans la jurisprudence des cours d'appel les usages d'un certain nombre de syntagmes nominaux, harcèlement managérial, harcèlement collectif et harcèlement organisationnel, en ce qu'ils permettent de prendre en compte, en les dénonçant et éventuellement en les sanctionnant, les incidences sur la santé, y compris mentale, des salariés, des méthodes de management et de gestion défaillantes. Alors je vais d'abord revenir sur la méthodologie des recherches que j'ai effectuées dans la base de données Jurica, avant de présenter dans un second temps les principaux résultats que j'ai obtenus à partir de ces analyses. Alors en termes de méthodologie d'abord, mon travail de recherche a pu être réalisé grâce à la consultation de la base de données Jurica, qui a été créée en 2005 à la suite de la publication d'un décret. Et Jurica, c'est une base de données qui permet de consulter auprès du service de documentation et d'études de la Cour de cassation l'ensemble des décisions civiles rendues par les cours d'appel depuis 2008. Par conséquent, ce sont donc uniquement les décisions de cour d'appel et de cour d'appel en matière civile qui ont formé les corpus que j'ai analysés en matière de harcèlement moral de type managérial, collectif ou institutionnel, organisationnel. Les contentieux de première instance sont donc exclus, mais également les contentieux qui pourraient exister en matière pénale, en matière donc de harcèlement moral, ces sujets restant en dehors de mon étude. Alors, comment j'ai constitué mes corpus de décision qui ont constitué mon objet d'étude? Je voulais donc étudier le harcèlement managérial et plusieurs options se présentaient à moi. J'aurais pu rechercher les comportements que j'aurais identifiés et qui auraient pu relever du harcèlement managérial. Donc, j'aurais pu mener un certain nombre de recherches par le biais des comportements, mais cette approche m'a paru délicate, non seulement parce que j'avais lu le travail de Loïc Lerouge, Outre-Atlantique, et de Gaël Ancrenaz, qui ont procédé de la sorte et en échangeant avec eux, j'ai pris la mesure du travail que ça représentait d'entrer par les comportements. Et j'ai pris un autre parti qui était de rechercher
les expressions de la notion de harcèlement managérial pour voir l'usage qui en était fait par les acteurs, les justiciables, mais également les juges, et de définir ainsi quelques éléments de définition autour de cette notion émergente. Et donc, pour parvenir à cet objectif, j'ai utilisé comme mot-clé ce qui me paraissait le plus simple, c'est-à-dire le fondement textuel, le fondement juridique relatif au harcèlement moral, à savoir l'article L 1152-1 du Code du travail, en formant l'hypothèse que les contentieux qui mobilisaient l'idée de harcèlement managérial devaient être fondés sur l'article relatif au harcèlement moral. Alors, j'ai rencontré d'autres difficultés, puisqu'en fait, les juges sont très nombreux, et qu'ils rédigent leurs décisions, pas tous de manière très uniforme, et que donc on peut avoir une grande variabilité dans la manière de citer un article du Code du travail, avec des points, avec un espace entre le L et le premier chiffre, avec le Code du travail écrit en entier, en abrégé de différentes manières, et ainsi de suite. Et donc je me suis dit, le plus simple, c'est quand même de citer uniquement le numéro de l'article, en espérant qu'il n'y ait pas des juges qui souffrent de dyscalculie, dyslexie, je ne sais pas, mais qui inversent en tout cas les chiffres et qui, ces décisions restent hors corpus. De cette manière, en utilisant uniquement le numéro de l'article, j'ai obtenu un corpus de 22 028 décisions, oui, mieux que Catel-Richard. Néanmoins, j'ai restreint mon analyse en recherchant dans ce premier corpus relatif au harcèlement moral les expressions qui m'intéressaient, à savoir celles de harcèlement managérial, harcèlement collectif, harcèlement organisationnel. Et j'ai ainsi obtenu 3 sous-corpus, beaucoup plus modestes, comme mes ambitions en matière de recherche sur ce sujet, à savoir un premier corpus relatif au harcèlement organisationnel avec 4 décisions, relatif au harcèlement collectif avec 9 décisions, et harcèlement managérial avec 146 décisions, puisque j'ai décidé d'exclure les décisions qui étaient celles de l'année 2021, puisque j'ai consulté la base de données, il me semble, en avril, et que l'année étant en cours, et les cours d'appel mettant également du temps à verser leurs décisions dans la base de données Jurica, je ne pouvais pas tirer d'informations spécifiques sur cette année. Donc je les ai exclus, ce qui m'a permis de gagner 11 décisions en moins à analyser. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré de la lecture exhaustive et rapide, quand même, de toutes ces décisions, avec l'idée donc d'en tirer plutôt des éléments en termes de notions, de qualification juridique. Alors, j'ai procédé corpus par corpus, en commençant par le harcèlement organisationnel. Dans ce corpus, j'avais donc 4 décisions, et une seule dans laquelle les juges, donc de cour d'appel, retenaient effectivement l'existence d'un harcèlement moral. C'était donc une décision de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2021 qui reprend, et vous le voyez, une définition du harcèlement moral de type managérial très proche de la définition qui avait été donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt Association Salon Vacances Loisirs du 10 novembre 2009, puisqu'on retrouve bien l'idée que les méthodes de gestion, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, peuvent caractériser un harcèlement moral. Et, en l'espèce, les éléments de preuve qui étaient produits par la salariée, la procédure disciplinaire dont elle avait fait l'objet, des mails avec des reproches, et elle dénonçait également une surcharge de travail, ces éléments de preuve, pris dans leur ensemble,
laissait bien présumer l'existence d'un harcèlement moral et les juges relevaient qu'aucun élément produit par l'employeur ou aucune explication ne justifie une telle attitude managériale. Et notamment, il était mis en exergue que les remarques dont certaines sont méprisantes et dégradantes, sans même proposer à la salariée de faire le point afin de rechercher des solutions. Donc on voit en l'espèce que, au regard de ce harcèlement moral qualifié en l'espèce et retenu, les juges déclarent le licenciement nul. Donc ça, c'est les premiers éléments du premier corpus. Puis j'ai regardé l'autre corpus relatif au harcèlement collectif, qui cette fois comprenait 9 décisions, dont 5 dans lesquelles le harcèlement moral était retenu par les juges. Mais parmi ces 5 décisions, ces 5 arrêts, 3 concernaient en fait la même structure. Ce qui s'explique peut-être par la notion de harcèlement collectif, avec l'idée que, vu qu'il a un caractère collectif, ça peut effectivement concerner plusieurs salariés de la même structure qui, donc, 3 avaient décidé d'entamer la même démarche devant les juges. Et en l'espèce, c'était donc la Cour d'appel de Grenoble qui retenait notamment qu'il ne pouvait être discuté que l'ensemble des salariés ont eu à vivre une ambiance détestable sous l'autorité de la directrice. Toutefois, dans chacune des décisions, dans chacun de ces arrêts, les juges caractérisent à chaque fois les effets produits par ce harcèlement collectif sur le salarié, la salariée pris individuellement. Donc on a à la fois une caractérisation des faits et des effets pour chaque salarié. Au contraire, dans les autres, de l'analyse des autres décisions, j'ai pu voir que d'autres faits ne donnent pas lieu à la caractérisation d'un harcèlement moral, en raison précisément du caractère collectif du harcèlement dénoncé et de l'absence de preuves des effets produits individuellement sur le salarié qui allègue ce harcèlement. Et donc là, cela renvoie directement à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qui le harcèlement moral peut être reconnu même s'il est collectif, c'est-à-dire qu'il concerne tous les salariés de la structure ou une partie d'entre eux. La victime n'a pas besoin d'être victime d'un traitement différent de ses collègues. Pour autant, il faut que les agissements se manifestent précisément à l'égard d'un ou des salariés qui allèguent les faits et qui puissent faire la preuve des effets individuels de ces agissements. Il faut donc que les agissements de harcèlement moral collectif se manifestent personnellement pour le salarié déterminé qui s'en prévaut. On retrouve ces considérations dans notre corpus de 9 décisions, notamment donc dans les décisions qui ne reconnaissent pas précisément le harcèlement moral, en raison de son caractère collectif. Pour que des faits soient susceptibles de faire présumer un harcèlement moral, encore faut-il que le salarié qui s'en plaint ait été personnellement victime de ces agissements. La Cour d'appel de Chambéry, dans cet arrêt du 9 mars 2017, souligne que toutes les pièces produites sur ce point mentionnent de manière générale un climat de suspicion, des tensions, des conflits entre élus, un désarroi, une perte de repères, une souffrance au travail, ce qui semble quand même problématique. Toutefois, aucune ne présente de faits précis correspondant aux conditions personnelles du travail au domicile du salarié ou dont il aurait été personnellement victime. Ce dernier n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Et dans cette même décision, il apparaît également que le harcèlement moral n'est en soi ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel, ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre, voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en œuvre de ses fonctions. Donc on voit qu'il est bien nécessaire d'identifier précisément une victime, et on retrouve ces éléments aussi dans le corpus relatif au harcèlement
managérial, qui est un corpus plus riche, ce qui m'a permis de mener une analyse à la fois quantitative et qualitative. Quantitative avec l'idée, et une hypothèse de travail, c'était de savoir si, par exemple, la décision de la Cour de cassation de 2017, qui qualifie explicitement que le harcèlement moral peut être de type managérial, produit un effet sur le nombre d'arrêts qui mobilisent cette expression. Ce qu'on constate, c'est effectivement à partir de 2016, mais plus précisément après 2019, que l'expression est très fortement invoquée par les justiciables, mais qu'elle est peu reconnue et peu reprise en fait à leur compte par les juges eux-mêmes, sachant qu'il est toujours difficile de savoir si c'est la Cour de cassation qui s'approprie les termes des parties, qui sont déjà utilisés par les juges du fond, ou si, au contraire, la Cour de cassation a contribué à populariser cette expression dans l'air du temps. Alors, qu'en est-il pour l'analyse plus qualitative et les agissements concernés ? On retrouve un petit peu les mêmes éléments qu'en matière de harcèlement collectif ou organisationnel, avec l'idée qu'il faut donc un management autoritaire ou pervers pour pouvoir qualifier un harcèlement moral en l'espèce. Donc on a par exemple la mise à l'écart de la salariée qui a pu être reconnue, ou cette décision de la Cour d'appel de Versailles dans laquelle le harcèlement managérial résulte seulement de pratiques relationnelles dévoyées du rapport de subordination admissible, telles que des pratiques d'isolement persécutive, punitive. Et on retrouve cette idée de, effectivement, qu'on n'est pas dans un management normal. A contrario, il a pu être jugé qu'il était légitime pour l'employeur de renforcer son contrôle lorsqu'un salarié ne donne pas pleinement satisfaction au travail. Et on ne peut pas donc reprocher à un employeur de superviser le travail du salarié, sauf à s'immiscer dans ses contrôles de manière inappropriée, excessive, ce qui laisserait présumer des faits de harcèlement managérial. Un désaccord sur l'organisation du travail n'est pas non plus suffisant et, en tout état de cause, et cela a déjà été souligné, l'employeur peut apporter des justifications jugées suffisantes pour renverser la présomption de harcèlement moral. Et dans la majorité des décisions dans lesquelles les juges ne reconnaissent pas l'existence du harcèlement moral, c'est justement du fait soit d'une absence d'éléments de preuve quant aux faits allégués, ou cette possibilité de renverser la présomption. En définitive, les juges retiennent le harcèlement moral lorsqu'il existe un comportement déviant qui dépasse le pouvoir de direction de l'employeur, des pratiques relationnelles dévoyées du rapport de subordination admissible, ou encore lorsque les méthodes de management et de gestion ne relèvent pas d'un management classique. Donc, on a bien un contrôle judiciaire sur le pouvoir de direction de l'employeur lorsque les méthodes d'organisation du travail sont pathogènes. Et ces comportements n'ont pas besoin d'être intentionnels pour être sanctionnés devant le juge civil. Toutefois, il est indispensable que ces comportements conduisent bien à une atteinte à l'intégrité, voire à la santé du salarié. Et les seules méthodes pathogènes ou la seule existence d'une souffrance au travail ne sont pas suffisantes. Il faut bien caractériser ces deux éléments. Donc j'espère que vous l'aurez compris à ce stade, et si ce n'est pas le cas, je vais rapidement résumer. Le harcèlement managérial présente des caractéristiques propres tenant aux agissements dénoncés qui constituent un dévoiement du rapport de subordination ou des méthodes de gestion qui dépassent celles attendues d'un management classique. Pour autant, le harcèlement moral managérial n'est pas une qualification autonome en droit, et le harcèlement managérial, ce n'est rien d'autre en fait que du harcèlement moral, et les juges continuent d'en rechercher les éléments constitutifs.
Je vais conclure en citant mon collègue Patrice Adam, même si je ne suis pas de Nancy. Il a pu écrire que le harcèlement managérial appartenait à ces expressions si séduisantes et suggestives qu'il est tentant d'en faire usage sans discernement ni retenue, au risque grand de les faire sonner faux ou creux et d'illusionner ceux qui les reçoivent comme ceux qui les répandent. Donc, je ne souhaite pas vous illusionner et j'espère vous avoir montré la reconnaissance limitée de ces expressions par les juges judiciaires. Je vous invite toutefois, et notamment les étudiantes et étudiants dans la salle, à poursuivre ces recherches, et notamment grâce à la nouvelle base de données des décisions de cours d'appel, Judilibre. Vous avez accès à tous les arrêts des cours d'appel qui ont été rendus depuis le 15 avril 2022. Merci. Merci Marie, donc enseignant, chercheur, puis enseignant avec un petit appel aux étudiants. Très bien, je vous remercie. Merci pour toutes ces interventions. Donc, les questions dans la salle, les interventions, c'est votre tour. Merci, Raphaël Grégory. Moi, j'ai une question qui est une question qui n'est pas très futée, mais ça permet peut-être de pointer un des aspects du sujet. Quand on parle du droit du travail, on pense souvent à l'individuel et le collectif, même si c'est une distinction un peu grossière, avec toujours l'idée que finalement, dans le droit du travail, face à un contrat individuel, une mobilisation collective des salariés qui permet effectivement de compenser un peu une inégalité structurelle. Ce qui m'a frappé là, dans la table ronde à différentes reprises, c'est ce que produit finalement l'attention sur la santé mentale. La santé mentale, effectivement, peut-être plus encore que la santé physique, bien que les problèmes de santé soient toujours individuels, la santé mentale, on a tendance à la concevoir un peu à l'intérieur de l'esprit aussi d'un individu. Et là, à plusieurs reprises, aussi bien dans la question des représentants du personnel, dans celle de la structuration et de toute la stratégie pour essayer de prendre en compte, du point de vue managérial, les individus avec toute une attention. Aussi, là on le voit dans la dernière exposition sur le management, le harcèlement, qui est un peu systémique, mais qui doit quand même prendre en compte un individu pour pouvoir trouver ses réparations ou son point d'impact. Et sur le contrôle, cette difficulté aussi d'articuler l'individuel et le collectif. Donc ma question, c'est un peu une question ouverte, c'est un peu une question peut-être faible, mais c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue, alors peut-être comme perte ou comme, je sais pas, comme idée, comme point d'appui qui est plus faible quand on examine finalement, ou en gros, le droit du travail à partir de la question du santé mentale. Est-ce que ça modifie, ou est-ce que ça pèse, ou est-ce que ça a une influence sur, je dirais, des aspects qui pourraient paraître structurels du droit du travail entre individuel et collectif? Une question ouverte, hein, parce que... La question naïve, c'est ça. Vous battez pas. J'ai réfléchi, mais... Il n'y a personne qui veut passer une autre question? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est de savoir, c'est une technique oratoire, hein, de reformuler la question, de savoir si l'appréhension de la santé mentale modifie un peu la texture du droit du travail, et notamment un balancement individuel et collectif. C'est comme ça que je la
Je l'ai compris. Alors, moi, notamment avec l'exposé que j'ai fait, je vais rester dans mon sillon. Il me semble que, effectivement, la question de la santé mentale, du développement personnel, et pour moi, ça participe justement de la montée en puissance de cette rationalité managériale, qui en fait, une autrice américaine parle d'endogénéisation managériale du droit, qui conduit justement à ce que le droit fasse sien, le droit du travail fasse sien, les techniques managériales. Or, aujourd'hui, parmi les techniques managériales, il y a justement tout le courant de l'agilité qui est appuyé sur la responsabilisation de l'individu, de la réalisation de soi, etc. Donc, effectivement, tout le renversement, le transfert de risque, notamment, de l'organisation vers l'individu, va, pour moi, prendre un peu corps dans le droit du travail, qui va, alors non seulement peut-être un peu dans le droit légal, mais surtout à travers justement les habilitations de négocier, qui va en fait renvoyer aussi aux organisations le soin de modeler les règles et de justement créer que les règles d'organisation du travail qui étaient au départ collectifs, qui étaient dans la cité industrielle pour aller sur Thévenot et Capello, et voilà, dans le nouvel esprit du capitalisme, on est sur des petits chefs de projet, et donc les règles d'organisation du travail qui sont produites par les entreprises et qui sont les nouvelles règles sociales par le biais de la décentralisation du droit du travail, fait que la règle du droit du travail qui s'applique est porteuse de cette idéologie, de ce nouvel esprit du capitalisme fait de petits chefs de projet responsables et qui tend vers le bien-être et l'épanouissement personnel. Voilà. Comme si tu croyais. J'y crois. Ouais, d'accord. C'est très convaincant. Voilà. Merci Josépha, tu m'as donné le temps de réfléchir à cette question. Non, mais déjà, quand même, première chose sur santé mentale et individuel collectif, il faut quand même noter que l'apparition de ces questions-là de santé mentale ne dissout pas complètement cette dualité existante en droit du travail entre l'individuel et le collectif. Ne résout pas non plus le problème de leur articulation. Moi, il me semble que l'apparition de la santé mentale, enfin en tout cas son développement dans le champ du droit du travail, modifie peut-être la manière dont, un petit peu, à la marge, et c'est peut-être juste des pistes que je lance là, la manière dont on peut avoir de définir le collectif et le collectif de travail et ce qu'on peut entendre par l'individu ou l'individuel. Sur le collectif de travail, la manière dont on définit des conditions de travail communes, peut-être que la santé mentale change un petit peu ce qu'on peut entendre par des conditions de travail communes, c'est-à-dire pas nécessairement travailler dans un même espace, mais justement travailler en étant connecté, mais à des centaines de kilomètres de distance, peut changer un petit peu cette appréhension-là du collectif de travail. Aussi, je le lance là un peu comme ça, il me semble que une certaine prégnance de manière d'évaluer les risques psychosociaux en utilisant beaucoup cette terminologie des facteurs de risque permet de raisonner un peu avec des concepts plutôt issus de la santé publique, dont on parlait tout à l'heure au déjeuner. On va plutôt raisonner et construire des collectifs et identifier par exemple des collectifs de travail affectés par les risques psychosociaux en utilisant la référence à la population, c'est-à-dire en construisant des données statistiques sur les salariés d'une entreprise ou d'un groupe, etc., en agrégant ces données statistiques et en disant, on va avoir une population à risque. Et ce terme de population est une manière de concevoir un collectif et un collectif de travail qui n'est pas naturel aux travaillistes. Sur l'individu et l'individuel, je pense que tout ce grand développement de la santé mentale et du développement personnel aussi,
modifie peut-être un petit peu ce qu'on peut entendre par l'individu ou le salarié pris individuellement, qui est plus tout à fait un sujet de droit au sens strict, qui est plus tout à fait non plus le sujet, enfin celui qui a des droits fondamentaux, mais peut-être un espèce d'entre-deux, donc un entre-deux ou encore autre chose, un individu qui aurait des aspirations personnelles à l'épanouissement, etc., qui est peut-être une figure juridique qu'on n'a pas encore tout à fait analysée, qui pointe un peu le bout de son nez, et qui, je pense, modifie un peu certaines choses. Et j'en veux pour preuve sur ces questions, je termine là-dessus, pardon, les questions de santé mentale, crée peut-être aussi quelque chose où, quand on dit on adapte le travail à l'homme, cet individu, cet homme-là auquel on fait référence, qui a besoin de s'épanouir au travail, ça génère peut-être aussi des modes de prévention un peu nouveaux, où en fait il s'agit de parler et d'exprimer ses ressentis et ses émotions au travail sans forcément que le travail lui-même s'en trouve changé. C'est les numéros verts, les cellules d'écoute psychologique, etc., qui ont leur importance certes, mais qui vont avec cette idée du salarié comme, voilà, c'est bon, il faut qu'il parle, mais une fois qu'il a parlé, tout va bien. Non mais il y a un peu de ça quand même. Ouais. Oui, donc merci pour ce colloque, pour les organisateurs. Je suis représentant des personnels au CHSCT de l'Université de Nantes. Alors je vais dire des banalités de syndicalistes, moi aussi, il n'y a pas de raison. Je veux d'abord confirmer le fait que ce qui se produit, vous avez insisté sur le privé, c'est la même chose dans le public, c'est-à-dire qu'on va passer ce qu'on appelle le CSA au lieu du CT, CHSCT. On va donc avoir des formations spécialisées sur les conditions de travail qui vont perdre de leur superbe, il n'y avait pas vraiment de superbe d'ailleurs, mais bon, elles vont perdre de leurs prérogatives, de leurs possibilités. On va avoir une professionnalisation justement des syndicalistes, comme dans le privé. Si je me souviens bien, il y a eu la perte dans le privé d'un quart des élus dans le passage au CSE. Donc on va avoir ces mêmes effets problématiques. Dire aussi que en termes de RPS, comme pour d'autres problématiques, la position et la fonction de syndicaliste n'est pas simple, de représentant des personnels, parce qu'on atteint rapidement nos propres limites. Sur, par exemple, le DUR, qui doit contenir les annotations liées au RPS depuis l'accord Le Grand Chute 2015, eh bien, la plupart des DUR à l'Université de Nantes ou ailleurs ne sont pas remplis, même si c'est censé être une obligation. Vous avez parlé des difficultés finalement du contrôle des juges. Donc il y a les difficultés finalement des syndicalistes à faire valoir le droit, parce que aller au contentieux, forcément c'est long, c'est coûteux. Pour les personnes qui voudraient y aller, c'est pareil, et c'est même voire pire. Donc je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien les limites du droit, on voit bien les limites du syndicalisme, s'il n'est pas appuyé sur autre chose que des individus, mais sur des collectifs qui permettent d'inverser une forme de rapport de force. En fait, le droit, en tout cas pour un syndicaliste, finalement est un symptôme d'échec. Et finalement, le syndicalisme échoue aussi à certains aspects. Bon, enfin, je finis sur ce discours un peu désespéré, mais voilà, je vais vous donner mon sentiment. Bonjour, Catherine Fuentex de l'Institut du Travail de Strasbourg. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes vos interventions et notamment celles aussi des personnes qui ont dû partir. On accueille à l'Institut du Travail beaucoup de militants syndicaux et d'élus, CSE et anciennement CHSCT, etc. Aujourd'hui, la difficulté qu'on perçoit quand on les forme, c'est que effectivement, la question des risques psychosociaux de la santé mentale est quand même exclusivement, et ça, c'est vraiment quelque chose de prépondérant et exclusivement appréhendé déjà sur ses effets et non pas sur les causes, et surtout d'un aspect individuel. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la personne. Et on est assez rarement, même s'il y a des arrêts aujourd'hui qui vont sur l'organisation du travail, et même si les articles du Code du travail qui ont été cités
4121-1, troisièmement, qui va bien sur l'organisation du travail, la loi d'août 2021 qui, dans l'article 4121-3, qui fait aussi référence à l'organisation du travail. Le droit, quelque part, existe, mais à ce jour n'est pas encore assez, je dirais, utilisé même par les juges. C'est-à-dire qu'on commence à voir poindre des décisions, notamment sur les astreintes, sur la surcharge de travail, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les élus, que ce soit justement les juges, on ne va pas assez sur ces questions-là et on reste sur l'aspect finalement comportemental. On entend souvent, c'est pas un bon manager, il n'est pas ci, il n'est pas là. On est assez peu mobilisé sur la dimension collective. Tout à l'heure, Yann Leroy l'a évoqué sur la consultation, là je lance le débat, et je pense qu'on ne le résoudra pas aujourd'hui, mais la consultation des représentants du personnel au sein du CSE, notamment la nouvelle consultation qui a été instaurée par la loi de 2021 sur le document unique, sur l'évaluation des risques. Si on s'y intéresse sous l'angle risques psychosociaux, je pense que là c'est une boîte de Pandore énorme où on va demander finalement à des élus, sur une seule réunion, de se prononcer sur l'ensemble du DUER et notamment sur les risques psychosociaux et tous les autres. Donc je crois que là, de manière pragmatique, il faut recentrer le débat sur effectivement les moyens qui sont alloués à ces élus, mais aussi sur la façon méthodologique de travailler ces questions et de sortir on recherche des victimes, on recherche des bourreaux. Il faut véritablement s'intéresser, comme le disait un intervenant ce matin, au contenu du travail et au travail. Et je trouve que le croisement de la psychodynamique du travail et justement du droit peut être très intéressant parce que c'est le seul moyen qu'ont les élus de s'intéresser à la réalité du travail et au travail réel. Et hélas, aujourd'hui, on est trop souvent sur les aspects, c'est subjectif, chaque salarié pense différemment, donc on évacue cette réalité du travail. Je pense que là, c'est une impasse. Merci. Sur ces paroles très optimistes, je vais vous proposer de clore cette session.